Ah, les années 50, le baby boom, les 30 glorieuses, tout allait bien. Et c'est cette ambiance que l'on va retrouver aux 24 heures du Mans dès le début de cette décennie, avec un nombre record d'engagés et de partants pour l'édition 1950. Si les Ferrari comptaient capitaliser sur leur succès de l'année précédente, ce sont les robustes Talbot-Lago qui vont remporter la mise, avec un doublé et une victoire de la numéro 5 de Louis Rosier et son fils Jean-Louis. La légende veut que Louis Rosier ait parcouru seul la quasi-totalité de l'épreuve, ne laissant que 2 petits tours de piste à son fils. C'était une autre époque, très clairement. Les Rosiers ont également dû faire avec un pare-brise fortement fissuré, suite à un impact avec un oiseau, et autant vous dire que la nuit, dans les Hulaudières, l'air n'est pas très chaud. Après cette victoire de Talbot, les marques françaises vont de nouveau faire un pas de côté en termes de victoire aux 24 heures du Mans, la faute notamment à l'extraordinaire attractivité de l'épreuve, qui fait maintenant partie pour de bon et de manière absolument incontestable des épreuves mythiques du calendrier international. Des marques comme Jaguar, Ferrari ou Aston Martin vont remporter les autres victoires dans les années 1950, avec des pilotes qui comptent parmi les meilleurs au monde, jugez-en. José Froilán González, Maurice Trintignant, Mike Hawthorn, Phil Hill, Carroll Shelby, entre autres. Un nom manque incontestablement à l'appel, celui du meilleur pilote de l'époque, Juan Manuel Fangio. Et pourtant, il a tenté à plusieurs reprises de remporter le Mans sans jamais y parvenir, et sa plus belle chance était certainement en 1955. Cette année-là, la lutte promettait être magnifique entre Ferrari, Jaguar et Mercedes, marque pour laquelle courait Fangio qui faisait équipe avec Sterling Moss. En termes d'équipage, on ne pouvait tout simplement pas faire mieux à l'époque. Les premières heures de course donnaient lieu à un spectacle exceptionnel, Castellotti avec sa Ferrari luttant contre Mike Hawthorn sur la Jaguar et Juan Manuel Fangio dans la Mercedes. La Ferrari commençait à montrer des signes de faiblesse dès la deuxième heure, et c'est donc Hawthorn et Fangio qui s'occupaient de tout simplement mener l'épreuve et aussi d'offrir un sacré spectacle aux 300 000 spectateurs présents ce jour-là. Mais à 18h26, c'est le drame. Hawthorn et Fangio revenaient alors sur du trafic, dont une autre Mercedes, celle de Pierre Lebègue, et l'Austin Healey de Lance McLean. Alors qu'il dépasse McLean par la gauche, Hawthorn plonge ensuite vers la droite de la piste où se situe la voie des stands, qui n'est à l'époque pas séparée par un mur du reste du circuit. Et il freine fort, utilisant notamment les freins à disque que Jaguar a amenés au Mans pour la première fois en 1953 et dont les autres voitures ne sont pas encore pourvues. McLean fait alors un écart vers la gauche dans la trajectoire de Lebègue qui ne peut l'éviter, décolle sur l'Austin Healey avant de partir en tonneau et de s'écraser au sol. Pierre Lebègue est tué sur le coup. Dans l'accident, des débris de la Mercedes, dont le capot et le moteur entre autres, s'envolent dans la foule. 84 personnes trouvent la mort dans ce désastre, plus de 120 sont blessés, et la course n'est pas interrompue, le directeur de course de l'époque, Charles Farroux, expliquant notamment que les 300 000 spectateurs allaient alors bloquer les secours, qui utilisaient bien sûr les routes voisines pour s'occuper des blessés. Il a également indiqué ne pas avoir l'autorité pour stopper un tel événement, et que seul le préfet pouvait le faire. Fangio et Moss continuent alors de mener l'épreuve pour Mercedes, bien que cela passait évidemment au second plan vis-à-vis du désastre qui était en train de se jouer. Alfred Neubauer, directeur de l'équipe Mercedes, souhaitait retirer les 2 voitures restantes de la marque à l'étoile, mais il a dû attendre la nuit et un vote du directoire de Mercedes pour pouvoir enfin retirer ces voitures restantes. Il fallait attendre effectivement qu'à Stuttgart la décision soit prise. Pour Fangio, c'est ainsi que se termine son aventure aux 24 heures du Mans et a décidé de ne plus jamais revenir courir dans la Sarthe. À l'arrivée de cette épreuve, Jaguar s'impose avec Mike Hawthorn et Ivor Bueb, mais l'important n'est évidemment pas là. La tragédie qui s'est jouée ce samedi 11 juin 1955 pousse bon nombre de pays à interdire le sport automobile, principalement sur route ouverte. La plupart pour une courte période, d'autres comme la Suisse pour bien plus longtemps. Dès 1956, la CO a mis en place un nombre de mesures pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise à l'avenir. La course de cette année-là a d'ailleurs été remportée en juillet, afin de terminer les travaux sur la ligne droite des stands, principalement dans le but d'améliorer la sécurité des concurrents et également celle des spectateurs. Ivor Bueb s'imposera de nouveau au Mans en 1957, toujours sur une Jaguar type D, et l'allure des 24 heures du Mans demeura intacte, et les meilleures marques ainsi que les meilleurs pilotes continuaient de se battre année après année pour remporter la course d'endurance la plus prestigieuse du monde. Les années 60 confirmeront cette tendance, avec l'un des duels les plus célèbres de l'histoire du sport automobile entre Ford et Ferrari, mais ça, on en parlera la semaine prochaine bien sûr.